Je vais vraiment nous mettre au max parce qu'en fait sinon on nous entendra pas. Au max. Et si jamais ça sature de trop, et ben on s'arrangera pour faire autrement, mais je ne pense pas. Donc n'hésitez pas à pousser la voix. Allez. On va pousser la voix. Casser la voix. Vas-y, refais ça. Casser la voix. Ça sature presque pas. Hein. Ah ouais. Donc vous pouvez y aller. Hein. Quand Ça sature? même. Non, Ça a dû se niquer les oreilles. non, ça va. Ses oreilles, on s'est su à la fin du truc. Des petits signes. Vous me dites quand vous êtes ok pour pas faire de bruit. Attendez, je touche juste. Oui, ça va être entendu. on l'entend. Ah, ça marche très bien. Je t'entends. Oui. Je t'entends aussi. Peut-être trop. Bienvenue à toutes, à tous et à toutes les stars qui se trouvent entre les deux. Vous écoutez Ctrl Z, le podcast qui refait l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Cet été, vous étiez en vacances, au travail, ou les deux, soyons faux folles. Ce qui est sûr, c'est que se faire dorer la pilule en pleine canicule ne vous a pas aidé à vous informer en juillet et en août. Alors je vous propose de revenir avec vous ce qui a marqué notre été 2024. Qu'est-ce que vous en dites les amis? Allez, c'est parti les amis. Everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. Comment ça va les amours, que j'aime entendre vos voix. Vous avez passé un bel été? Très bon. Mieux depuis qu'on le voit. Ça c'est certain. C'est souvent ce qu'on me dit. Écoutez, pour ma part, comme vous me le demandez, je suis tellement content de vivre ça avec vous, Pyrénées. Mais avant de commencer, je crois qu'on a quelques petites explications à vous donner concernant ce que vous écoutez, en fait. Hein. Ctrl Z, c'est un podcast mensuel et non pas menstruel, hein, car il n'y a ni sang, ni règles. Ctrl Z, à la manière d'un clavier Windows, reviendra avec vous sur les événements qui ont marqué le mois passé. Grâce au travail de mes camarades, vous aurez le droit à des chroniques sur la politique, la musique, la littérature et même la physique quantique. Non, pas la physique quantique. Petite mise au point nécessaire avant de commencer. Nous sommes tous des membres de la très controversée Génération Z. Alors, rien à voir avec Zemmour, hein, on est juste nés dans les années 2000. Nous sommes blancs, nous avons fait ou faisons encore des études supérieures et nous venons tous des beaux pays de l'Ain. Chaque mois, on apportera donc notre point de vue d'islamo-gaucho bobo wokiste et nos commentaires sur des faits d'actualité car personne ne nous demandera jamais. Et pour lancer ce premier épisode, je tenais à rendre un petit hommage à Warren Teitelman, né en 1941 et décédé en 2013. Est-ce que vous savez qui est cette douce personne? Tous les jours. Dommage, je pensais que vous auriez pu me surprendre un petit peu aujourd'hui. Warren naît à Philadelphie et grandit à Miami. Il est diplômé de mathématiques en Californie, puis diplômé en sciences informatiques au prestigieux MIT. En 1966, il soutient sa thèse sur la symbiose entre l'homme et la machine. Il invente ensuite la fonctionnalité DWIM, signifiant Do What I Mean, qui permet aux programmateurs de corriger automatiquement leurs erreurs. Tour à tour, tel un agresseur, il est surnommé par... Tour à tour, tel un agresseur, il est surnommé Barbe Blanche ou l'homme derrière le rideau. En vieillissant, notre Warren se révèle aussi être une Karen. En effet, cet informaticien est aussi un grand fan de concours canins, surtout d'agilité, où il remporte des compétitions avec ses bergers australiens, Zavy et Pirate. À la retraite, il entraîne également une équipe de football. Et pourquoi est-ce que je fais tout un foin sur ce gars? Eh bien c'est parce que Warren Teitelman n'est ni plus ni moins que l'inventeur de la fonction undo redo sur vos ordinateurs. Une fonction très pratique qui vous permet de revenir en arrière lorsque vous avez effacé l'entièreté de votre rapport de stage après avoir bossé dessus pendant environ 150 heures consécutives.
Vous l'aurez compris, Warren Teitelman est l'inventeur du Ctrl Z. Vous êtes impressionnés? Carrément. Moi aussi. J'ai une autre question pour vous les loulous. À votre avis, lorsque l'on tape Ctrl Z, à part sur ce pauvre Warren, sur quoi peut-on tomber dans un moteur de recherche? Une marque. Non, ce n'est pas une marque. Le Z. Quel Non. enfer. Non, allez, je vous donne un petit indice. Ça peut se regarder sur un écran. Une série. Un film. Alors, c'est Marie qui avait la bonne réponse, c'est toujours. une série. Tom Bass. Sachez qu'il existe une série mexicaine qui s'appelle Ctrl Z. L'intrigue se déroule dans un lycée. Un hacker décide de divulguer des secrets sur ses pauvres camarades. XOXO. Bon, est-ce que j'ai regardé les 3 saisons de cette série Netflix? 3 saisons durant lesquelles Sophia, élève et enquêtrice, galère comme Jaja à trouver l'identité du dit hacker. Pas du tout, hein, ça m'en touche une sans faire frémir le cou. Ctrl Z, c'est quand même 3,8 étoiles sur Allociné et presque 6 sur 10 pour Sens Critique. Pas ouf. Mais Ctrl Z a déjà une page Wikipédia. Sachez juste que ce n'est pas la nôtre. Chers amis, à part sur cette série, on peut tomber sur d'autres résultats sur un moteur de recherche. À votre avis, sur quoi? Un livre. Non, personne n'a écrit de roman s'appelant Ctrl Z. En revanche, il y a des gens qui ont déjà fait des œuvres qui ont été... Ah, Intitulé. une galerie. Alors, une galerie, oui et non, on tombe en effet sur le site d'une galerie, en fait c'est une exposition. On part à Guingamp, où le centre Gwynségal, rien à voir avec un collectif lesbien, Gwynségal a organisé une exposition intitulée Ctrl Z sur la surveillance à l'heure des nouvelles technologies, etc. Mais ça non plus, hein, ça n'a rien à voir avec nous. Et dernière chose sur laquelle on peut tomber, c'est sur une association. En effet, Ctrl Z aide les enfants et les plus vieux à s'éduquer aux médias. Alors à Bordeaux, l'asso a carrément un café associatif, on déconne wow. pas, et à Rueil-Malmaison, l'association Ctrl Z organise des ateliers pour sortir les seigneurs de la fracture numérique. Est-ce que ça nous intéresse? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, comme vous êtes déjà là avec nous, c'est que vous nous avez déjà trouvés, alors puisque l'on a déjà un peu trop tardé, je vous propose de passer tout de suite aux présentations de nos chroniqueuses et au sommaire de cette émission. D'abord, on ouvrira une page Jeux Olympiques. Apolline, Hippo, Diamantine pour les intimes, tu porteras un coup de gueule sur nos crânes ignares. De quoi est-ce que tu vas nous parler? Je vais vous parler de la polémique de la boxeuse algérienne Iman Relif. Valentin, Val, Valou, Valenchouin, tu reviendras avec nous sur un fait musical qui a marqué l'actualité. Qu'est-ce que tu nous chantes aujourd'hui? Je vais vous chanter les prestations des Jeux Olympiques et plus particulièrement le playback. Après la musique, je me chargerai de détruire l'ambiance en parlant des limites à ne pas dépasser, puis nous retrouverons Elias en direct de son café du commerce pour un billet aussi critique que politique. Si j'ai bien compris, on va parler de vitesse, c'est ça? Effectivement, nous allons passer à la 6ème République. Et comme toujours, le mot de la fin reviendra à Marie qui ce mois-ci a laissé ses émotions guider sa plume. N'est-ce pas Marie? Eh bien oui, bonjour. Ce mois-ci, je vous parlerai des émois et nous creuserons ce sentiment ensemble si cela vous convient. Moi j'ai plutôt envie qu'on parle d'un toi et moi. Ah. Bon, après ce jeu de mots plus que douteux, on va retrouver Hippo qui va souffler le vent de la révolte en ouverture de la page olympique de ce premier épisode. Avec nous, elle revient sur le sacre d'Iman Relif, une boxeuse algérienne qui a bousculé les codes du genre. C'est à toi Hippo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello les besties! Qui dit actualité de l'été dit forcément les Jeux Olympiques. Après une cérémonie d'ouverture exceptionnelle, un vrai banger, on remercie la gauche pour cela où pendant 4 heures on a eu l'impression de vivre dans un pays gouverné par la gauche. Macron ma belle! Si tu passes par là, prends tes responsabilités, for God fucking sake. On a pu assister aux épreuves des Jeux entre les différents athlètes, aux victoires des uns et à la défaite des autres. Mais pendant ces Jeux, une polémique a saisi l'opinion publique, celle de la boxeuse algérienne Iman Relif. Retour sur la manière dont les transphobes et anti-wokistes, par pure pitié ce terme, ont instrumentalisé un combat de boxe pour déverser leur haine transphobe. Mais que s'est-il passé, Jamie? Alors, pour vous remettre dans le contexte, en quart de finale, la boxeuse algérienne Iman Relif a combattu la boxeuse italienne Angela Carini le 1er août. L'italienne a perdu en 46 secondes, un record. Iman se qualifie alors pour le tour suivant. La boxeuse italienne quitte le tapis en larmes et dit qu'elle a eu affaire à un homme, que c'est pas normal, que c'est injuste, qu'elle pouvait rien y faire. C'est alors le début de la polémique, des tensions dans la villa comme on dit.
On se retrouve à la boxeuse italienne qui pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle a perdu et elle tenait à décrocher la médaille d'or pour son papa décédé. Forcément, ça va attirer la compassion du public. Sauf qu'au lieu de repartir dignement et d'accepter la défaite comme la judoka japonaise Uta Abe l'a fait, la boxeuse italienne se lance alors dans un récit qu'elle a perdu parce que Iman Relief serait un homme et que c'est injuste de combattre face à un homme, qu'elle avait aucune chance de gagner, bla 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 bla, white chairs. Mais est-ce que Iman Relief est une femme transgenre? Mais pas du tout, c'est ça le délire. C'est que Iman Relief, elle a juste un kyste aux ovaires, qui est une pathologie plutôt courante, qui fait que le taux de testostérone est plus élevé que la moyenne. Me demandez pas le fonctionnement des hormones, j'ai 8 au bac de sciences parce que j'avais pas retourné le sujet, anyway so. But that's it. Finito capito, on remballe le chapiteau. Sauf que ni une ni deux, les conservateurs sautent sur l'occasion et cela devient alors une chasse aux sorcières à l'encontre de la boxeuse algérienne. Toute sa vie est passée au crible fin, ses dernières analyses, tous les médias, surtout la droite, qualifient alors cela d'anormal, même les célébrités à l'autre bout du globe s'en mêlent. On a le droit à des tweets de Elon Musk, J.K. Rowling et Donald Trump. Le gratin. On ressort alors une décision qui l'avait exclu d'une compétition en 2022, arguant que c'était à cause de son niveau de testostérone trop élevé. Spoiler alert, pas du tout. Bref, son père a quand même dû montrer son certificat de naissance pour prouver qu'elle avait bien été assignée femme à la naissance. Je sais pas si on se rend compte du niveau de singerie et à quel point ça a dû être dur pour elle puisqu'elle était juste là pour participer aux Jeux Olympiques. Bref, c'est le déchaînement et Iman Relief subit alors une énorme campagne de cyberharcèlement. Même la première ministre italienne Giorgia Meloni s'en est mêlée en disant que le combat n'était pas sur un pied d'égalité, je cite. Pardon, mais à un moment faut penser à aller se faire foutre. Je tiens quand même à préciser qu'en accusant Iman Relief d'être un homme, vous la placez dans une situation potentiellement dangereuse du fait que l'homosexualité et la transidentité sont interdites en Algérie. Mais ça, bien évidemment, les fachos s'en pètent les reins. Mais comment on peut s'en péter les reins à ce point? Les personnes transgenres dans le sport, ça a toujours été un débat sur lequel tout le monde a un avis bien tranché. Mais dans ce cas précis, il ne s'agit ni d'une femme transgenre, ni d'une personne non-binaire. Juste une femme cisgenre qui a un taux de testostérone plus élevé que la normale. Sauf que cela constitue un avantage au même titre qu'une grande taille. Et quand c'est par exemple Teddy Riner, on n'en fait pas tout un plat. On les accuse pas de combattre à l'aide déloyale. Par contre, quand des femmes, quand bien même cisgenres, présentent des caractéristiques différentes et affiliées le plus souvent aux hommes, cela est un problème et on les accuse de tous les maux de la terre. Encore une fois, c'est une manière pour les hommes de contrôler l'accès au sport pour les femmes qui ont déjà mis du temps à pouvoir le rejoindre. Est-ce qu'on est surpris que les hommes cherchent à contrôler les femmes? Not at all, Anatole. En plus, l'argument du taux de testostérone, c'est un peu un faux argument parce que c'est arbitraire et qu'il n'y a pas de réelle raison de se baser sur cela. Et en plus, en fonction de l'origine ethnique des femmes, le taux de testostérone varie. Par exemple, chez les femmes caucasiennes, il est plus bas que chez les femmes maghrébines ou africaines. Bref, c'est juste un faux argument pour déstabiliser les femmes. Sauf que la transphobie, qui je le rappelle est un délit et pas une opinion pour certains, ne touche plus seulement les personnes transgenres et non-binaires, mais également les femmes cisgenres qui présentent une caractéristique différente de la norme. Il ne faut pas que les femmes apparaissent comme trop fortes physiquement, ça fait trop peur. Donc on va les discréditer, lancer des polémiques, lancer des campagnes de cyberharcèlement contre elles. D'ailleurs, la boxeuse algérienne a déposé plainte en France pour cyberharcèlement à l'encontre notamment de Donald Trump, J.K. Rowling et Elon Musk. Finalement, une semaine plus tard, notre championne décroche la médaille d'or pour son combat de boxe et a fondu en larmes. Bibou, on l'embrasse, médaille qu'elle a amplement méritée. Bravo Iman et bravo Hippo pour cette chronique. En off, je sais que tu nous avais parlé d'un post Instagram qu'Iman Relief avait posté juste après son sacre. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Hippo? Oui, tout à fait. C'est du coup un post Instagram sur lequel elle pose avec sa médaille et dans ce post elle apparaît en robe extrêmement maquillée, extrêmement bien apprêtée, en talons et en fait c'est juste une manière de rappeler que c'est un peu une femme et elle a dû surjouer sa féminité alors que potentiellement elle n'en avait pas envie pour prouver que c'était bien une femme. Donc c'est vraiment, ils instrumentalisent jusqu'au bout et ça prend des proportions complètement débiles. Et malheureusement, Iman Relief n'a même pas été la seule à porter plainte pour cyberharcèlement cette année. On rappelle Thomas Joly, le patron des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, Barbara Butch, DJ lesbienne iconique et Maud Le Pladec, la chorégraphe des cérémonies, ont également porté plainte après la cérémonie d'ouverture. Est-ce que ce harcèlement-là, que ce soit pour Iman Relief ou pour les personnes de la cérémonie d'ouverture, est-ce que ce harcèlement n'est pas symptomatique du manque d'inclusivité dans le sport en général?
Absolument. On voit de toute manière toutes les personnes qui sont queer, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, dans certains sports qui vont être majoritairement masculins, par exemple le foot, le rugby, c'est très compliqué d'être queer dans ces milieux. Et en plus de ça, par rapport aux femmes, on voit que leurs exploits sont bien souvent diminués. Par exemple, aux Jeux Olympiques, les unes de tous les magazines sportifs et même les unes des journaux étaient bien moins importantes en nombre que quand il s'agissait d'un homme qui gagnait une médaille d'or. Oui, et puis même pour avoir visité un petit peu les vestiaires de certains, que ce soit au lycée ou au basket, qui était le sport que j'ai pratiqué dans ma jeunesse, les insultes homophobes, mais ça fuse, mais comme jamais. Je me souviens d'une fois, et Valentin était là, où on rentre dans le vestiaire et il rentre, il fait allez les gars, on va faire muscu, on n'est pas des PD, mais c'est juste gratuit en fait. Oui, même au sein du gymnase dans lequel on allait quand on était au lycée, il y avait même une personne qui travaillait là qui parlait ouvertement du fait que en acrosport, des étudiants, enfin des lycéens du moins, donc garçons, s'étaient grimés aux couleurs de je ne sais quoi par rapport à une pièce qu'ils faisaient ou un enchaînement acrobatique. Les garçons c'est pas des filles, Oui. voilà, on est où, qu'est-ce qui se passe, alors on est juste là, on arrive, on va faire notre sport pendant 2 heures, on assomme des personnes. Et je crois même, pour continuer dans ce chapitre LGBTI-phobie, je crois même qu'un footballeur anglais s'était suicidé après son coming out dans les années 90. Elias, comme on parle de football anglais, est-ce que tu en sais un peu plus que nous sur cette histoire ? Alors oui, effectivement, il s'appelait Jocelyn Fashanu. Il avait relevé son homosexualité en 1990 et il s'est suicidé 8 ans après une campagne d'homophobie et de rejet massif de la part de ses coéquipiers et de la communauté sportive en général. Et ça a été culminé en plus avec des accusations d'agression sexuelle par un jeune de 17 ans dont les charges furent abandonnées. Bon, après c'est vrai que là on fait un peu des parallèles douteux entre le sport de haut niveau et nous, qui ne sommes pas du tout des sportifs et sportifs de haut niveau, mais est-ce que quand même vous avez été déterminés différemment dans le sport en fonction de vos genres ? Je pense à Marie notamment, toi t'as un petit frère, est-ce que tu as senti une éducation sportive différenciée entre toi et ton frère ? Eh bien oui, dès le plus jeune âge, ma mère voulait qu'on fasse du sport avec mon frère, etc. Mon frère a directement été dirigé vers le foot et moi vers la gym. Alors on était très nuls tous les deux dans ces deux sports. Rémi s'amusait juste à marcher sur, vous voyez, les lignes de délimitation du terrain, il marchait dessus pendant que les autres ils faisaient le match. Moi je suis aussi souple qu'un bâton, on était pas bons. Disons qu'elle attribuait, mes parents attribuaient le foot à un genre plutôt masculin, tandis que la gym est davantage vue comme un sport féminin. On est en quelque sorte conditionné dès le plus jeune âge. On nous a axés directement vers ces sports-là plutôt que de demander... On m'a jamais demandé, tiens, tu veux faire du foot ? Alors non, mais on m'a jamais demandé quand même. Et voilà, c'est dommage parce que les enfants, du coup, ça leur ferme des possibilités, des horizons et ça se répercute dans le sport actuel et les problématiques actuelles, je pense. Complètement, et je me reconnais vachement là-dedans parce que moi j'ai commencé le basket très tôt. Et mes sœurs n'ont pas commencé par le basket, mais ils sont venues beaucoup plus tard. En fait, ma toute petite sœur était, parce que j'ai 2 petites sœurs, elles sont fantastiques. Et je sais qu'elles écoutent, c'est pour ça, il y en a une des 2 qui va écouter au moins, donc au moins, On les c'est pour toi embrasse. Loulou. Mais Louane par exemple a commencé par la danse, moi on m'aurait jamais mis dans un cours de danse, mais c'est ce que tu dis, on me l'aurait même pas proposé. Et je me souviens de Romane où on louait sa souplesse alors que juste c'était un enfant. Tous les enfants sont souples. Oui. Enfin, je pense que vraiment, globalement, il n'y a pas d'os, donc c'est vraiment très souple, quoi. Mais toujours est-il que mes sœurs, après, sont venues quand même au basket. Donc ça prouve que, bon, je dis pas qu'elles ont perdu des années en faisant de la danse ou de la gym, qui sont des sports formidables, mais par ailleurs, je pense pas que vraiment elles voulaient faire ça. C'est plutôt l'identité de genre qu'on leur a assignée à la naissance qui a fait qu'on les a orientées vers une discipline ou une autre, quoi. Mais ma soeur et moi c'est pareil, nous on nous a mis genre à 6 ans à faire de la danse et genre moi je faisais de la danse à moitié en tutu juste au corps et tout, donc c'est vraiment très marqué. Et ma soeur vraiment une quiche, je pense qu'elle a aussi écouté, mais vraiment, non mais après je suis pas non plus exceptionnelle, mais vraiment ma soeur a une quiche. Je vais être contente. On l'embrasse cependant. Mal perdu. Et après, elle a fait du basket. Et moi, j'ai fait du tennis. Mais je veux dire, j'ai fait du tennis, je pense, quand j'étais du coup en 6ème, CM2 6ème. Parce que la danse me saoulait, mais ça a été pareil pour ma soeur. Parce qu'on a mis du temps à être en mode, en fait, on n'est pas
on veut faire autre chose. Mais au début, c'était genre à 5-6 ans, c'était danse obligatoirement. T'es une fille, tu vas t'acheter un juste corps et puis après tu vas me faire des pointes, ma fille. Donc c'est particulier parce que du coup t'as un parcours dans lequel la danse te saoulait et après c'est les gens du tennis que tu as saoulés et qui t'ont viré. Effectivement. J'étais nulle, j'étais vraiment... En fait, après moi je suis très nulle en sport mais j'étais vraiment une cassos. Et le coach arrive et il est là en mode ça va, ça se passe bien. Il a dit non mais par contre Apolline j'en veux plus l'année prochaine, elle dégage de ce groupe. And I was like alright. Et là le coach mais le coach c'est un peu de prendre ma défense, il dit non mais c'est parce qu'elle a commencé il y a pas longtemps donc c'est le temps qu'elle apprenne, voilà, très sympa. Et moi je lui ai dit ah non mais moi l'année prochaine par contre j'arrête, j'en peux plus d'être ici. And that's it. Si on a voulu exclure Hippo du monde du sport, nous on va y rester encore un petit peu de temps. Je vous propose de poursuivre nos discussions olympiques sous d'autres perspectives. Pour rappel, les JO de Paris se sont tenus du 26 au 11 août 2024, date auquel vous avez pu assister aux cérémonies d'ouverture et de clôture en vrai ou à la télé, mais c'est au son que Val va s'intéresser. Alors Val, qu'est-ce que tu me chantes là ? Let's go. Eh ben, question, qu'est-ce que tu me chantes là? C'est la question que de nombreuses personnes se sont posées en amont de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, suite aux rumeurs d'une prestation d'Aya Nakamura, avant même que la chanteuse française la plus écoutée dans le monde ne foule officiellement le Pont des Arts le 26 juillet dernier. Alors à la question qu'est-ce qu'elle nous chante là, on répond Jaja et Pookie. Ces termes sont peut-être étrangers à certaines d'entre vous, mais si la langue de Molière regorge parfois d'un vocabulaire des plus académiques et formels, elle se veut aussi évolutive, employée sous divers registres qui mêlent, incroyable mais vrai, argot et jargon. Et oui, et en l'occurrence, coureur de jupons et cafeteur auraient sûrement été moins impactants. Mais alors qu'est-ce que toi tu nous chantes ? C'est ce qu'elle nous a chanté, ce qu'elle nous a surchanté, ce qu'elle nous a pré-chanté. Oui, parce qu'en réalité, ce que moi je vous chante à vrai dire aujourd'hui, c'est une pratique très connue du spectacle vivant et du monde de l'audiovisuel, le playback. Alors selon l'internaute, cela signifie interprétation synchronisée sur un enregistrement sonore effectué antérieurement, d'ailleurs appelé lip sync chez les anglo-saxons. Autrement dit, c'est simuler le chant en bougeant ses lèvres au rythme des mots, ou bien l'effectuer sans que les sons créés ne soient captés par le micro supposé les diffuser. Alors les raisons sont multiples. L'une d'entre elles serait dissimuler une insuffisance vocale, camouflée en studio par une multitude d'effets. Si je vous dis oh baby, vous me dites Britney. Très exactement, Britney, loin d'être mauvaise au départ, elle s'est vue enfermée dans cette voix nasillarde au début de sa carrière, d'ailleurs qualifiée de baby voice, loin de celle pleine de coffres qui lui était plus naturelle. Alors dur de forcer cette voix-là tous les soirs en live, d'autant plus au vu des dommages qu'elle peut causer, notamment lors de prestations mêlant chorégraphie et acrobatie en tout genre. Chorégraphie, acrobatie, autre motif derrière le playback, rendant difficile de prendre le souffle nécessaire pour combiner danse et chant. On a cependant certains contre-exemples d'artistes qui réussissent à gérer les deux. L'une d'entre elles a pour nom de scène une couleur et ça donne quasi systématiquement à la voltige lors de ses shows, j'ai nommé Orange. Et non, c'est bien Pink, l'interprète de What About Us, qui manque rarement une occasion de s'envoyer littéralement en l'air lors de ses concerts, surplombant la foule, accrochée à ses harnais. Cela dit, préserver sa voix, notamment lors de tournées ou de résidences, c'est aussi l'une des raisons derrière le playback, et ce, même pour des vocalistes hors pair, qui ne s'adonnent pas à d'éprouvantes prestations. Parfois, il s'agit seulement de préenregistrements d'envolées vocales, de notes isolées, de courts instants ici et là, au sein de chansons autrement interprétées totalement live. Et oui, ça va jusque-là. Une artiste d'ailleurs plutôt fervente de cela est trésor national de nos voisins francophones outre-Atlantique, je parle bien sûr de la grande Céline. Et oui, qui est plutôt coutumière du fait, notamment depuis ses nombreuses représentations successives à Vegas. Autant vous dire que le Anymore d'All By Myself n'a été que très rarement chanté en live au cours des 2 dernières décennies. Mais qu'à cela tienne, elle nous le vend si bien. Elle en a d'ailleurs fait preuve du playback lors de son hymne à l'amour, pour une raison qui est tout autre, celle des enjeux et aléas du direct.
beaucoup d'émissions musicales télévisées ont imposé ou privilégié le playback, notamment le Hit Machine en France dans les années 90 et 2000. Alors oui, on minimise les moyens techniques et humains et donc financiers par extension à déployer, tout en s'assurant du bon déroulement de la prestation. Quoi de mieux qu'une bande son et d'un bon vieux bouton play? Pour les Jeux Olympiques, beaucoup d'enjeux d'image, mais aussi de son pour frôler la perfection. Alors oui, le playback était de mise et même à son apogée. Ça n'a pas empêché Iseult de montrer de quoi elle était vocalement capable, à sa manière, sans mauvais jeu de mots, sur les réseaux sociaux, à l'abri des paillettes et des lumières. Ça vaut le détour. Alors, suggestion, allez donc voir ce qu'elle a à vous chanter. Merci Malou. Mais dites-moi, vous avez été très objectif dans cette chronique finalement. Vous avez tout expliqué et d'un point de vue totalement subjectif. Est-ce que pour toi le playback enlève toute l'émotion lors d'une prestation ou pas? Pour moi, le playback n'enlève pas toute l'émotion lors d'une prestation lorsqu'il est bien effectué, lorsqu'on le détecte pas, lorsqu'on y croit finalement. C'est ce que je disais notamment pour Céline. Il y a moyen de, juste faire des petits mouvements de lèvres et prétendre que le son en émane, même si c'est pas le cas. Mais moi, j'ai envie d'y croire pour que les émotions viennent. Non, tu sais que c'est en playback, mais tu t'y crois en mode... Moi, delusion is the solution. Donc, je plonge à fond dedans si l'eau me paraît potable, quoi. Que ça soit bien effectué ou non, si je le perçois pas dès le départ, je vais m'en satisfaire. Mais ça demande quand même un certain travail. Justement, ce travail par ailleurs, quand on voit la finale de Drag Race France qui a été diffusée le 19 juillet dernier, ou même dans ces drag shows, le lip sync, c'est un peu au cœur de cet art drag, et je sais qu'on peut ressentir des émotions très fortes. Hippo, toi qui es habitué à chez Podium Drag, qu'est-ce que tu peux nous en dire des émotions que tu ressens? Non, j'adore, mais parce que dans le drag, il y a un vrai talent d'interprétation. On va pas drop the names, mais disons qu'il y a des chanteurs et chanteuses qui ne font pas un effort de fou quand ils sont en... Tu veux pas drop le name? Selena Gomez, des fois. Il s'agirait quand même de mettre le micro devant la bouche au moment où la bande-son est jouée, quoi. C'est ça. My Bad Mary, Taylor Swift de temps en temps. Pardon. Les T un peu fortés, où à la fin d'un mot, il y a un T un peu fort et qu'elle est en mode... Il est là. Moi, je suis pas sûr Taylor Swift. Non, Par Taylor, contre, elle fait pas... autotune dans le micro et Oui. dans le micro-ondes. Dans le micro, vraiment. Certes, mais Ouais. pas de playback, je pense. Ok. Et laisse-moi dans mon début. Selena Gomez, Oui. je suis désolée, c'est vrai qu'il y a vraiment des moments où en fait les high notes étaient jouées et elle était en train de faire coucou à la foule. Ouais, Et là, c'est compliqué. concentre-toi. Pas ça. Mais et puis, finalement, pour elle, heureusement qu'il y a le playback, parce que sinon, excuse-moi, mais quand il y en a pas, C'est atroce. c'est tragique. Selena en live, c'est... Ah, mais vraiment. Attends, Ça devient un procès contre Selena. on coupera ça. Non mais en plus, je pense que c'est une bonne personne, donc on coupera un peu ça. Parce que, Non, c'est une bonne personne, mais c'est une mauvaise artiste, c'est pas grave. mauvaise chanteuse. Elle est bonne actrice. Elle est bonne actrice. En fait, elle est meilleure actrice que chanteuse. Elias, qu'on n'a pas beaucoup entendu au cours de ces discussions, question daron pour toi. Quelle place est-ce que tu accordes à la musique live? Est-ce que tu vas à des concerts? Est-ce que tu écoutes des albums live sur Spotify? Dis-nous tout. Non, de la musique live, pas tellement. Et je vais pas énormément à des concerts. En fait, c'est plus un accompagnement d'amis quand j'irai pas de moi-même à un concert, mais j'accompagne des amis à des concerts. Mais c'est plus, on va dire, la musique Spotify ou des albums d'auparavant que j'écoute, mais pas de la musique live. Donc finalement, quand tu vas rechercher une émotion dans une musique, que ce soit en live ou en enregistrement, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, toi, t'arrives à te complaire là-dedans. Oui, je me satisfais avec les musiques déjà enregistrées. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup également, c'est les musiques de films, où voilà, on se rappelle également du moment dans le film qui nous a procuré de l'émotion. Donc ça permet, on va dire, de contrebalancer cette émotion qu'on a en live. Marie, toi, qu'on a seulement entendu défendre cette chère tétée, est-ce que toi tu vas à des concerts? Est-ce que tu apportes une grande importance à la musique live ou pas forcément? Eh bien écoute, j'ai un avis plutôt nuancé sur la question. J'adore les concerts, mais surtout pour l'ambiance, etc. Je trouve que ça apporte réellement un truc en plus par rapport à un album qu'on peut écouter chez soi ou dans le train ou quoi que ce soit. Et après, les lives, ça dépend de certaines performances, je trouve. Il y a certaines performances qui valent réellement le détour en live. Je vais faire la pub de Taylor Swift, mais... Non, mais je vous conseille Out of the Wood au piano en live
Grammy Museum, je sais pas quoi. Très bonne prestation, et en fait, ça donne une autre dimension à la chanson qu'on ne capterait pas forcément en écoutant l'album studio. Je pense aussi à Secret Love Song, Banger, Little Mix. Absolument. Cette performance, mais c'est ma Roman Empire. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est ma encore. Roman Donc, voilà. Empire. Celle genre The Secret Search, mais en intraveineuse. Mais vraiment sinon, en intraveineuse. il y a certaines prestations, genre sans citer de nom, mais ça commence par Demi, ça finit par le bateau. Il y a certains lives qui sont pas ouf. Et vous, Hippo et Val, pour conclure peut-être, vous qui êtes de grands consommateuristes, de grandes consommateuristes de musique live, qu'est-ce que ça vous apporte justement d'écouter ces prestats en live? Est-ce que vous les écoutez même sur Spotify par exemple? Oui, il y a des versions que j'écoute absolument qu'en live, et il y a des chansons que j'ai d'abord connues en live, et après, quand je les écoute en studio, je suis en mode I'm missing something. C'est vrai. Mais parce que moi j'aime trop, genre, enfin je prends souvent les Little Mix, pour moi c'est vraiment les performeuses. Genre, en fait elles font tellement de note change, des high notes qui sont encore plus high, il y a des dance breaks, il y a tout, et genre je suis vraiment en mode that fucking bitch. C'est vrai qu'il y a des artistes qui arrivent bien à élever leurs chansons et ça rend moins lisse que la version studio en live. Par contre, ouais, c'est clair qu'il faut que ça soit bien exécuté, ça passe ou ça Ouais, casse. en fait, il faut être un bon vocaliste, et un bon performeur. Et si je peux rajouter une dernière petite recommandation, il y a un album live des meilleures prestations de Whitney Houston. Je devais en écouter une, j'ai tout écouté. Allez. Est-ce que j'ai dansé ça dans mon appartement? Oui. Allez, vous l'aurez compris, donc le live, l'âge du live est loin d'être dépassé. Merci Hippo et Valentin qui consommaient encore ce type de prestations sur toutes les plateformes d'écoute. En revanche, ce que l'on a dépassé ce mois-ci, ce sont les limites de ce que notre planète Terre pouvait renouveler en une année. Et oui, le 1er août dernier, cette information est un petit peu passée sous les radars. Les JO de Paris étaient d'ores et déjà les plus beaux, le soleil était revenu, Léon Marchand arborait son esthétique parfaite au bord de la piscine olympique, tandis que je me découvrais une addiction cachée pour les concours de tir à l'arc. Sauf que le 1er août dernier, c'était le jour du dépassement. Entre le 1er janvier et le 1er août dernier, l'humanité avait consommé plus que ce que la Terre ne pouvait renouveler en une année. En somme, on peut parler de déficit écologique, de quoi donner des sueurs réchauffées à nos ministres autant démissionnaires que déficitaires. Pour en remettre une couche, l'humain a donc déjà une empreinte trop importante pour que la Terre puisse renouveler l'énergie que nous avons consommée, ou les arbres que nous avons arrachés, ou absorber le dioxyde de carbone que nous avons émis, ou encore réparer les écosystèmes que nous avons dégradés. C'est l'ONG Global Footprint Network qui a créé cet indicateur dans les années 2000, mais les équipes de chercheuses sont parvenues à remonter dans leur passé pour effectuer leurs calculs. Ainsi, c'est au tournant des années 60 et 70 que l'humanité a commencé à chier dans la colle à fossiles. En 1970, le jour du dépassement intervenait le 29 décembre. Et puis c'est un petit peu parti en vrille, si bien que désormais c'est le 1er août qu'intervient ce dépassement. C'est pire qu'en 2023 où c'était le 2 août. On a donc bousillé toute la planète 15 heures plus tôt cette année. Or, le nouvel an, c'est tous les ans le 1er janvier. Et chaque année, tous les déficits accumulés creusent notre dette envers la planète. Une dette qui dépasse les limites planétaires dans de nombreux domaines, en sachant que ces limites planétaires sont des genres de points de non-retour, comme quand on crush te dit qu'il vote Zemmour, ou bien qu'il est fan de Matt Pokora. La dégradation de la planète serait alors tellement avancée que l'on ne pourrait plus rien faire pour la rendre aussi belle qu'elle ne l'était. En plus, on l'oublie parfois, mais les scientifiques sont souvent des geeks. Je m'explique. L'ONG s'amuse tous les ans à calculer le jour du dépassement par pays. Ainsi, si toute l'humanité n'était composée que de Françaises et de Français, le jour du dépassement interviendrait le 7 mai. À la ville comme à la Seine, on est donc vraiment dans la merde. Autre invention flippante de l'ONG, le nombre de planètes Terre qu'il faudrait pour ne jamais atteindre le jour du dépassement. Cette année, il aurait fallu 1,75 planètes pour ne pas détruire ce que l'on a déjà flingué. Et là encore, on se fait plaisir dans l'open space de l'éco-anxiété, on peut aussi faire ça par pays. Ainsi, s'il n'y avait sur Terre que des consommateuristes des États-Unis, il faudrait 5 planètes pour équilibrer nos écosystèmes. Bon, alors bien sûr, en allant un peu plus loin dans vos recherches, vous verrez que cet indicateur est loin d'être fiable à 100%. En fait, c'est surtout un moyen d'alerter les populations sur l'impact de leur consommation. Et d'ailleurs, à cette occasion, différents sites comme celui de l'ONG WWF ou de l'ADEME nous proposent plein de tips pour agir à notre niveau avant que nos chers gouvernements daignent prendre le problème à la racine sur la question des réglementations. Oui, j'ai donc bien pété l'ambiance, mais ce que je vous propose pour réussir à dormir ce soir, c'est de discuter ensemble de quelques-unes de ces astuces. Par exemple, l'ONG WWF alerte sur l'impact de l'agriculture intensive moderne qui exploite les ressources fossiles, pollue les sols et les eaux,
avec des intrants, sans parler des déforestations. Les amis, le flexitarisme, ça vous gagne? Et ben moi pour ma part, je consomme encore quand même de la viande, ce serait mentir que de dire l'inverse, que d'ailleurs j'achète souvent par rapport au coût surgelé, donc c'est vraiment pas les meilleurs formats possibles. Après bon, on n'est pas non plus sur 23 steaks la semaine, Dieu merci. Je me rabats aussi sur les œufs de manière générale, sous différentes formes. Moi j'apprécie fortement l'omelette, élevée en plein air. Voilà. L'omelette élevée en plein air. Non, en autre phrase, mais œufs achetés en plein air pour le coup. Catégorie 1 ou 0. Voilà, Attention. follow our Donc la 2 simple. c'est l'élevage en batterie, c'est Voilà. ça? C'est ça, donc après c'est plutôt dans ce sens-là que j'essaye de faire quelque chose. Souvent, les critiques qu'on peut entendre sur bah non, j'ai pas envie de devenir flexitarien ou j'ai pas envie de devenir végétarienne, c'est souvent le coût. Et on a la chance avec nous d'avoir Marie qui, je crois, a transitionné vers le végétarisme. Est-ce que tu as vu un impact sur ton porte-monnaie? Eh bien écoute, pas réellement, à vrai dire, ça faisait quelques mois ou années déjà que j'avais commencé à réduire drastiquement ma consommation de viande. En termes de protéines, je me rabats sur les œufs qui sont très peu coûteux. Disons que si on prend des produits déjà existants, entre guillemets, pas créés spécialement pour les personnes qui ne mangent pas de viande, c'est raisonnable. On se rabat sur tout ce qui est les lentilles, enfin les légumineux, les fruits à coque, etc. Ouais. Et même parfois moins cher que la viande. Après, par contre, si on se penche sur les produits transformés spécialement conçus pour l'alimentation aussi, sans viande, malheureusement le prix devient très vite peu abordable pour une grande partie de la population. Je peux prendre pour exemple des sortes de... Vous voyez les tranches de blanc de poulet, etc. Ouais. Ça, mais en tranches végétales, donc lentilles, haricots blancs, pois chiches. Pour les personnes pour qui, comme moi par exemple, le choix d'arrêter de manger de la viande n'était pas une question de goût mais une question de conviction, ça imite le goût du blanc de poulet, je vous le conseille, c'est très bon. Mais je vous le conseille pas tout le temps étant donné le prix. Ça revenait à 50 centimes. Ouais, plus 50 centimes la tranche. C'est Je me énorme. suis dit, mais là on déshabille plus d'une grand-mère. Honnêtement. Oui, et puis en tout cas, en France c'est encore plus important qu'en Allemagne où j'ai passé une année avec une amie qui elle l'était et qui, on en parlait récemment, déplorait les coûts élevés de l'alimentation végétarienne en France par rapport à ceux de l'Allemagne, quoi. Autre chiffre intéressant, porter attention à la santé reproductive des femmes pourrait nous faire gagner 49 jours, selon Global Footprint Network. Alors, en fait, c'est surtout parce que l'ONG prône ouvertement la réduction du pondage de gosses, mais finalement, est-ce que le désarmement démographique et la santé sexuelle des femmes, ce serait pas aussi mal que ça? Alors juste, santé sexuelle des femmes, faut normalement jusqu'à preuve du contraire être 2 pour pondre un gosse. Donc potentiellement, les hommes sont aussi impliqués que ça. Devrait en tout cas l'être. Voilà, donc on n'embrasse pas l'ONG, mais bof. Après, oui, donc oui, on l'embrasse pas, on est d'accord, le terme est maladroitement choisi, on devrait peut-être plus parler de contraception en général plutôt que de santé sexuelle des femmes. Mais je vois par exemple l'avortement qui recule un peu partout. Oui. Là pour le coup, franchement, que ce soit pour des raisons éthiques et écologiques, on y va, hein, on protège, parce que je sais qu'en France, certes dans la Constitution maintenant c'est inscrit, maintenant de manière pratique il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas. Ah bah t'habites t'habites dans nos régions je pense, mais dans nos villes je suis pas sûre que tu puisses te faire avorter, je pense qu'il faut que tu ailles en préfecture. Même en France c'est compliqué, j'ai l'exemple d'une copine à moi qui il y a 1 ou 2 ans je dirais a dû se faire avorter. En gros ils ont fait une échographie etc. Et ils lui ont donné la photo de l'échographie, du fœtus. Du fœtus. Oui. C'est illégal. Ah oui, non, c'est pas Et possible. ils ont Non, donné c'est la vraiment photo illégal. et en mode réfléchissez bien, etc. machin. What? Et vraiment il y a une incitation à ne pas forcément se faire avorter, quoi. Vraiment. Alors que pour le coup ça a été un événement assez traumatisant pour elle parce que ça reste pas anodin, un avortement. Bon, et après avoir parlé de santé sexuelle des hommes comme des femmes, juste de santé sexuelle, il y a aussi une action à mener sur les transports. Alors, les amis, question, est-ce que vous êtes plutôt train, avion, bus ou voiture? Train. Train aussi.
Alors, voiture, mais je m'explique. Essentiellement pour le travail, en fait, parce que j'habite dans une... j'habite à Lyon. Mais sinon, mon travail est un peu en décalé dans la banlieue lyonnaise. En gros, je commence à 5h du matin. Donc déjà, la nuit, me balader dans la rue en tant que femme, je sais pas. Je suis pas forcément très à l'aise avec l'idée. Et ensuite, il y a une ligne de bus unique qui peut rejoindre mon travail de mon lieu de résidence. La ligne de bus est à 10 minutes à pied. Le trajet prend un quart d'heure. Et ça me dépose à l'arrêt de bus qui est à 10 minutes de mon lieu de travail. Donc je prends 35 minutes. Alors qu'en voiture, je prends 10 minutes. Même le vélo à 4h du matin dans la rue. Non mais t'es une meuf dans la rue, pour enfin ta vanne, t'en es pas une. Oui, il y a ça bon. aussi à régler. Malheureusement, voilà, il y a des problèmes de sécurité. Et pour le train, je crois qu'on est en train d'atteindre les sommets. Et je sais que toi, Elias, tu utilises aussi souvent le train. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu as des critiques à émettre envers ce moyen de transport pourtant vert? Bah, moi, je prends beaucoup les TGV du coup, parce que je vais souvent à Paris. Et du coup, j'ai pris l'abonnement TGV Max qui coûte 80 € par mois et c'est pas accessible à tout le monde. Et c'est un problème qu'il y ait si peu d'offres accessibles en fait à tout le monde, d'autant plus que c'est réservé aux jeunes et les jeunes et qui peuvent pas se permettre d'acheter ce genre d'abonnement. Et ça, c'est sans compter également toutes les fermetures de gares TER. Par exemple, moi, mon père, il vient d'Ardèche. En Ardèche, il n'y a aucune gare il y a aucune gare qui accueille des trains. Ouais, Toutes les gares sont fermées. Et pourtant, après avoir parlé d'écologie, Elias, tu nous proposes aujourd'hui une chronique sur un moteur bien connu de la carrosserie française, un modèle qui aurait peut-être besoin de passer la 6e. Elias, on t'écoute depuis ton café du commerce. Effectivement, Erwan, nous devons passer la 6e après les multiples coups de force de Macron depuis les élections législatives. Élections qui ont permis d'écarter le danger de l'extrême droite pour au moins une année. Élections qui ont été un flagrant échec pour le coup de poker du camp macroniste et ressuscitées par le vote barrage, rappelons-le. Élections qui ont porté la grande coalition progressiste aux portes du pouvoir. Effectivement, le soir du 7 juillet, la démocratie vit. Cela a été sans compter le coup de force de Macron qui a refusé de nommer Lucie Castès Première ministre le 24 juillet, encore la violation de la séparation des pouvoirs avec des ministres démissionnaires qui votent la présidence de l'Assemblée nationale le 19 juillet. Ou encore les nombreux décrets passés en 12, dont certaines de l'abjecte loi immigration, ou encore Bruno Le Maire qui réduit le taux du livret et d'épargne populaire le 13 juillet ou qui tente de fixer les orientations économiques du budget censé être voté à l'automne. Mais nous faisons partie d'un système dit présidentiel. C'est-à-dire que le président et l'exécutif disposent des plus forts pouvoirs. C'est le winner takes it all. Celui qui gagne applique tout son programme. Et dans ce type de système, le consensuel ne peut exister. Ici, la Macronie s'est assise sur la démocratie pendant 7 ans, à coups de 49.3, de coups de force au sein de l'hémicycle, à coups de gaz lacrymogène et de LBD dans les manifestations, dont j'ai fait partie, et on a failli se faire gazer de nombreuses fois. Pendant les Gilets jaunes, le bilan s'élève à 353 blessés à la tête, dont 30 éborgnés, 6 mains arrachées et plusieurs morts. Le quinquennat d'Emmanuel Macron restera dans l'histoire de la Ve République comme le plus libéral au point économique, mais le plus autoritaire au plan des droits civils. Et le voilà minoritaire dans l'hémicycle. La crise institutionnelle est lancée. Le moteur de la Ve République rouille et on doit passer chez le garagiste pour le faire réparer ou même le changer complètement. Elle ne répond plus aux aspirations populaires ni aux exigences fondamentales d'organisation d'une société démocratique. La France de 2022 n'est plus celle de 1958, mise en place de la Ve République. Une crise constitutionnelle nécessite ainsi un changement de constitution. Il faut passer, comme en Allemagne, à un président dit symbolique, chargé de garantir la pérennité des institutions. Il faut ensuite un régime parlementaire élu à la proportionnelle directement, qui aurait besoin de faire des alliances et des compromis, mais qui serait beaucoup plus représentatif de la population. Le Sénat doit être remplacé par un Sénat tiré au sort. Des citoyens sont tirés au sort pour une durée de à peu près 6 ans, 1 an de formation et 5 ans de mandat. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat doivent être ensuite irrigués par des conférences citoyennes, des vraies conférences sur des grands sujets et également des cahiers de doléances rédigés par les communes. Enfin, la nouvelle constitution doit être rédigée par le peuple. On crée ce qu'on appelle une assemblée constituante paritaire de 925 citoyens tirés au sort avec 1 an pour écrire la constitution. Donc évidemment, ils vont quand même travailler, ils vont auditionner des juristes, des constitutionnalistes, politiques, historiens, spécialistes, forums citoyens. Des outils de participation en ligne seront mis en parallèle pour suivre en fait ces discussions avec la possibilité de contribuer. Des outils de participation en ligne seront rajoutés à ce dispositif pour suivre le déroulé des travaux et on aurait la possibilité de contribuer individuellement ou collectivement
sur cette nouvelle constitution. Le nouveau texte de la constitution est soumis par référendum et s'il est rejeté, on s'y remet pendant 1 an. Cette nouvelle république doit garantir la souveraineté populaire. Elle doit aussi garantir l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature à travers la règle verte, la protection des biens communs, dont l'eau, l'air, la forêt, la santé, et l'émancipation humaine. La France a été le flambeau des droits politiques avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Des dizaines d'États ont ensuite suivi la France. La France doit redevenir le flambeau de l'humanité en renouant avec la démocratie participative face à l'obscurantisme de l'extrême droite qui progresse tous les jours. La gauche doit faire pression pour redémarrer la voiture et passer la 6e. Eh bien, vous l'aurez compris, Elias est donc de droite. Elias, merci pour ton travail. J'ai 2 questions pour toi. D'abord, je pense que beaucoup de jeunes camarades ont des idées, mais elles ont du mal à les porter. Comment est-ce que toi, tu arrives à t'engager? Comment est-ce que l'on peut s'engager? Alors effectivement, Erwan, énormément de jeunes ont du mal à faire valoir leurs idées dans cette 5e République. Et ce rejet, on va dire, de cette 5e République s'exprime à travers les taux d'abstention. On l'a vu, quasiment 60% lors des élections municipales de 2020. C'était 20 points en plus qu'en 2014, ou même lors des élections régionales et départementales. 2 Français sur 3 ne s'étaient pas rendus aux urnes. Et c'était un record pour la 5e République. Et en plus, ce paysage d'abstention encore plus terrible chez les jeunes, où quasiment 87% d'abstention chez les 18-24 ans et 83% pour les 25-34 ans. Et effectivement, il faut qu'on le rappelle, la démocratie n'est pas qu'une question d'élection, c'est un projet commun qui va lier en fait chacun et chacune à la République. Un des moyens les plus simples pour faire porter cette voix serait de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, qui était une des revendications des Gilets jaunes. Et son fonctionnement est très simple. Pour proposer une loi, pour abroger une loi ou même pour révoquer un élu, allant du simple maire jusqu'au président de la République, il suffit d'un certain nombre de signatures qui sera nécessaire en fait pour amener cette loi rédigée par un collectif, d'amener cette loi en fait à l'Assemblée nationale pour en fait irriguer le débat public. Et un autre moyen serait la mise en place de cahiers de doléances rédigés par les communes. Donc je l'avais évoqué pendant ma chronique. Et en fait, ces cahiers de doléances vont être un support pour amener les revendications des différentes communes, donc des revendications plutôt locales, au sein de l'Assemblée nationale. Et en fait, ces cahiers de doléances seront un excellent moyen pour faire porter la voix des personnes vivant dans des milieux ruraux. Allez, 2e question, et après les amis, je vous promets, je vous laisse la parole. Tu as mis beaucoup de chiffres dans ta chronique, notamment celui de 925 députés tirés au sort pour former une assemblée constituante. Comment est-ce que tu parviens à ce nombre-là de députés ? Alors Erwan, je me permets juste de te corriger vis-à-vis de ce chiffre. Ce ne sont pas 925 députés, mais 925 citoyens tirés au sort. Cette idée de 6ème République et d'Assemblée constituante était propre à Jean-Luc Mélenchon et au Front de gauche, aujourd'hui à la France Insoumise, et petit à petit devient une norme, on va dire, à gauche. Ce chiffre, il vient en fait de la somme du nombre de députés et du nombre de sénateurs. Donc rappelons-le qu'en France, il y a 577 députés et par conséquent 348 sénateurs, qui fait du coup le magnifique chiffre de 925 députés. Pour poursuivre nos discussions, les amis, ce que je vous propose, c'est de partir outre-Atlantique, puisque le 5 août dernier, la vice-présidente Kamala Harris a obtenu l'investiture du Parti démocrate pour les élections présidentielles. Le 5 novembre prochain, les électeuristes devront donc choisir entre elle et Donald Trump, le candidat du Parti républicain et ancien président. Si je vous en parle maintenant, c'est que les États-Unis n'ont pas changé leur constitution depuis leur indépendance en 1789, sachant que le texte a été écrit en 1787. Alors, est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, ou bien est-ce que nos constitutions sont-elles un petit peu dépassées ? Que ce soit aux États-Unis ou en France, à un moment, faut changer. Enfin, je veux dire, la société évolue, tout évolue, faut changer. En plus, ça a été fait par des mecs blancs, alors que l'esclavage était plus ou moins autorisé, enfin nanana, que les femmes n'avaient aucun droit, les minorités non plus. Mais après, le risque aussi de changer de constitution, c'est qu'on aille vers du pire. Si on tire au sort des citoyens, sachant qu'il y a 40% des gens qui votent à l'extrême droite, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la merde ? Moi, je garde le souvenir de Marie qui me raconte que son prof veut une monarchie absolue, le gars est tiré au sort.
Je suis moyen chaud. C'est Est-ce que vrai. tu peux nous en dire plus là-dessus? En gros, mon prof de droit constitutionnel, disons qu'il n'était pas vraiment pour le concept de république. démocratie. Oui, de démocratie de la République. Il pensait que le peuple était trop ignare pour prendre les bonnes décisions, etc. Et préférait s'en remettre à une sorte d'oligarchie ou un truc comme ça. Un Oh, truc bah c'est où- super, c'est une très bonne idée. Voilà, un truc où le peuple aurait moins à dire parce qu'il n'est pas assez éduqué. Et je trouve ça dingue qu'une personne avec un niveau d'études plutôt très conséquent même puisse penser ce genre de choses, soit plutôt après tout la vie des gens qui vivent au quotidien. Pourquoi faire et je pense que c'est aussi un souci de notre 5ème République, dans le sens où notre 5ème République donne pas trop l'opportunité aux gens de s'exprimer, on nous demande pas forcément notre avis, et je pense que c'est une des raisons de la crise un peu politique qu'il y a depuis ces dernières décennies, j'oserais dire. Et quand on nous le demande, on le respecte pas. Parce Ah qu'il y a oui. eu des conventions citoyennes, Elias en parlait. Finalement, les conclusions que ces conventions-là ont données n'ont pas été appliquées. Ah, on va se faire Les gens manifestent, ils gardent quand même les projets de loi. On vote, on n'a pas de première ministre. Enfin, en fait, il y a un moment, les gars, il y a aussi ça, les problèmes. Non, mais c'est vrai qu'Elisabeth Borne- voilà. Non mais Elisabeth Borne qui avait quand même déclaré on a passé la réforme des retraites en 49.3 parce que si on avait fait un vote, elle serait pas passée. Bah, Mais ma Vraiment for a reason. Mais vraiment. Et même le nombre de référendums depuis 2002, je crois que ça a été 2 ou 3. Enfin, c'est rien du tout. C'est maigre. Là, le gouvernement Après, c'est démissionnaire le référendum. qui continue de prendre des giga décisions alors que grave, aucune légitimité, mais on est là. Keep going. Le référendum, c'est toujours touchy. Hein. Regardez ce qui s'est passé pour le Brexit. Les Anglais s'en mordent les doigts parce qu'ils n'ont pas voté vraiment pour le Brexit. C'était Oui. une espèce de vote contestataire qui était en plus influencé directement sur les réseaux. Enfin, il y a eu plein de paramètres. Déjà, la question posée influence beaucoup ton vote. Oui. Et en plus, tu réponds jamais vraiment à la question posée. C'est C'est plutôt vrai. un vote de confiance ou de défiance envers le pouvoir en place. C'est vrai que c'est ce qui peut être un peu... J'ai pas envie de reprendre les propos de mon prof absolument odieux, mais c'est vrai que par exemple, nous, on va pas être super calés dans certains domaines, etc. Et si on demande l'avis du peuple, il faut aussi instruire le peuple sur ces sujets, parce qu'on peut pas juste dire référendum, votez oui, non pour ça. Enfin, on n'en sait rien, on va juste voter en mode selon nos convictions globales, mais on va pas approfondir le sujet, etc. Et ça, c'est une catastrophe aussi, ça demande aussi de l'instruction, un vrai travail d'apprentissage. Mais ce qui implique aussi que ça nous soit instruit sans biais qui tendrait à nous faire pencher, de manière plutôt C'est sûr. factuelle, du coup c'est toujours, ça revient toujours au même. Mais quand tu regardes, par exemple, la Constitution, tu l'étudies jamais en études secondaires. Genre, c'est jamais un truc où À la on t'a fac. expliqué Mais sinon, ouais. que... Ouais, mais du coup, en études secondaires, t'as rien. On t'a jamais expliqué que t'es en régime mixte, que t'as dans certains pays des régimes présidentiels, dans d'autres des régimes parlementaires. Du coup, c'est des choses où, oui, sur ça, juste on n'en parle pas assez à l'école. Et du coup, il y a plein de gens, tu leur demandes, elles seront incapables de parler du régime constitutionnel de la France, quoi. Enfin, je sais qu'au lycée, on avait les cours d'éducation civique, mais pardon, c'est très vite expédié. Et c'est pour ça que ce que disait Elias dans son texte sur la convention citoyenne avec des experts qui interviennent petit à petit, alors ça dépend qui choisit les experts bien sûr, Oui. mais en tout cas ça peut permettre avec un nombre restreint de personnes en tout cas d'instruire correctement ces personnes-là pour que ces personnes nous sortent un texte qu'on puisse ensuite voter. Mais vous savez ce que je trouve encore plus intelligent, c'est vous. Quand je vous vois raisonner comme Arrête ça, de je vous rougir. trouve brillant. Et il y a un truc que j'aime encore plus, c'est donner le mot de la fin à Marie. Et ce mois-ci, elle nous livre ses émotions. Alors on t'écoute, Marie. Hello jeune gueux. Bon, qui dit fin août dit aussi fin de l'été. Je sais, vous auriez préféré vous passer de cette information un poil déprimante. Mais ne dit-on pas que la fin d'une chose amène toujours le début d'une autre? La rentrée, par exemple. Bon, d'accord, je m'arrête là, pas la peine de me jeter des cailloux. Non, vraiment arrêtez, ça fait mal. Bien, où en étais-je déjà? Ah oui, l'été. Si pour certains il était synonyme de vacances, de sable chaud, de méduses terrifiantes et de barbecue à n'en plus finir, d'autres ont quant à eux dû se contenter de se lever à une heure bien trop matinale pour travailler.
Oui, je fais partie de ces gens aigris. Heureusement pour moi, mes quelques après-midi loin de la mer polluée et des touristes bruyants m'ont permis de redécouvrir une passion longtemps délaissée. Est-ce que je vous laisse deviner? Elle commence par mot et termine par fléché. Bingo, vous avez trouvé les mots fléchés. Je sais, ça vous amène des questions. Si vous vous demandez combien coûte une page d'un carnet de 83 grilles à 6 €, je vous laisse vous tourner vers Valentin, une fois qu'il aura fini de vous chanter sa chronique. Baby. On est sur du 7 centimes et quelques. Par contre, si vous souhaitez savoir quel mot en 10 lettres correspond au plus grand concours de chant européen depuis 1956, il vous faudra vous en remettre à Erwan, notre incroyable présentateur. L'Eurovision, bien entendu. En ce qui me concerne, c'est un mot en 4 lettres qui a su piquer ma curiosité. Et moi. En le trouvant, j'ai réalisé qu'il représentait à merveille ce que j'ai perçu de ce mois d'août. Notre cher président aussi, si l'on en croit sa manière si particulière d'étreindre nos athlètes victorieux. Manu, c'est pour déshabiller ma tante, ça. Contraindre quelqu'un à avoir un contact physique sans le consentement express de la personne concernée. Est-ce un comportement problématique selon toi? Je sais, c'est dur de répondre quand son ancien ministre de l'Intérieur lui-même n'est pas porté sur le consentement. Je te laisserai donc te tourner vers Hippo si tu souhaites en savoir davantage. PS, pas sûr qu'elle t'exempte d'un coup dans la gueule. Hippo, un conseil à donner? Vous cessez en fait. Do it. Mais les JO 2024 n'ont pas été source d'émoi seulement pour notre chef de l'État. Même si notre cher Emmanuel a pu se réjouir de sa trêve démocratique pour un temps, ces quelques semaines ont aussi permis à des millions de Français de s'unir et de hurler autour d'athlètes dont le sport leur était jusqu'ici inconnu. Le beach volley, c'est ça aussi, la magie du sport. Le regarder et s'insurger depuis son canapé, une bière à la main. Coucou papa! Je m'égare, pardon. Il me semble à présent qu'une définition est nécessaire si je veux que notre auditoire me suive ou j'essaie de le conduire. Spoiler alert, nulle part. L'émoi, qu'est-ce que c'est? D'après Larousse, vous êtes en émoi quand vous ressentez un trouble, une émotion vive, causée par une inquiétude, une joie, une douleur, n'importe quoi en fait. D'après moi, il s'agit surtout de ce petit battement de cœur que je sens de ma poitrine lorsque ma crush numéro 95 m'offre le même sourire qu'elle donne aux 120 employés de mon entreprise. C'est sûr, elle va m'épouser. Bref, à vous de choisir quelle source est la plus légitime, mais n'oubliez pas que je sais où vous habitez, dont toi Valentin. L'émoi, c'est donc aussi un sentiment triste, parfois. Comme ce souffle qui se coupe quand vous apprenez les dernières nouvelles Gazaouis, et ces milliers de morts pour qui vous ne pouvez plus rien. Pour vous changer les idées, vous allumez la télé, et vous vous retrouvez alors à écouter les inepties racistes, d'intolérants qui ne se cachent plus. Bientôt, c'est l'angoisse qui vous gagne. Vous en venez à vous demander comment l'humain peut être capable de telles abominations. Puis, quelques minutes plus tard, vous tombez sur cet inconnu qui vous offre le sourire qui manquait à votre journée. Vous ne connaîtrez jamais son nom, mais son rictus, lui, restera jamais gravé dans vos mémoires. Ensuite, vous partirez peut-être en vacances, histoire de rattraper votre bronzage douteux. Là, vous y ferez une rencontre. Cette fois-ci, vous lui demanderez son prénom, même plus, et elle vous fera rire, et ce sourire niais que vous arborerez désormais ne vous quittera plus. Le trouble vous gagnera lorsque vous frôlerez sa main pour la première fois. Mais vous vous apercevrez rapidement que ce n'était rien comparé à l'émotion du premier baiser. L'espace d'un été, et elle vous fera peut-être même oublier cette peine de cœur qui vous bouleversait il y a encore quelques mois. Et puis, la rentrée, les études, le travail, les adieux. Je sais. Vous vous rappelez soudainement votre vie, comme si ces 2 derniers mois n'avaient été qu'une douce parenthèse, un chapitre bien trop court pour qu'il ne marque à jamais votre existence. Il se peut alors que les émois heureux des premiers temps se teintent de regrets et de nostalgie. Lorsque la tristesse vous gagnera, 2 choix s'offriront à vous. Compiler les chansons les plus tristes de votre répertoire, ou questionner Elias sur la nécessité d'une 6ème République. Pour avoir déjà expérimenté la première option à quelques reprises, need you know, on est là. Je vous conseille la 2e. Au moins, vous aurez appris un truc. Et non, j'essaie pas de faire sa pub. Non, vraiment. Bon. Et puis, qui sait, avec le temps, vous réaliserez peut-être que sa manière si particulière de se ronger les ongles de pied devant vous était en fait un red flag. Allez, la bille jeune fou. Alors bravo Marie. Je précise tout de même que ce n'est pas Elias qui se ronge les pieds, c'est la crush numéro 95. mais merci Marie pour ce mot de la fin. Je vais en profiter pour vous faire une question de la fin, chers camarades, dans une perspective un petit peu introspective. Quel souvenir vous laissera cet été 2024 ? Vas-y Valentin, tu as respiré, on t'entend.
J'ai laissé l'air sortir, oui. Bah, pour ma part, je dirais que c'était un peu d'angoisse, un peu de doute cet été. C'était un été plutôt transitoire pour ma part, j'ai trouvé à plusieurs niveaux. Mais j'ai quand même l'impression que le fait qu'il touche à sa femme permet justement de délaisser un peu ces émotions-là. C'est le positif que j'en retire. Même si j'ai passé de très bonnes vacances en parallèle, j'ai eu cette chance de partir et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et toi, Hippo? C'était un été aussi un peu transitoire, avec un peu des angoisses par rapport à l'avenir. Mais en même temps, un peu doux parce que j'ai quand même passé des bons moments. Je vous ai vu, j'ai vu d'autres gens, j'ai vu des gens que j'aimais, voilà, mon amoureux et tout. Mais donc, du coup, un peu des angoisses par rapport à l'année prochaine. But keep going. Elias, toi tu nous faisais part un peu aussi, donc peut-être pas d'angoisse, plus de colère en réalité. Qu'est-ce que tu garderas toi de cet été 2024? Alors l'été 2024, je le décrirais en un mot, enfin en un adjectif qui serait la détermination. On a vécu beaucoup de choses ces derniers mois à partir des élections européennes avec l'arrivée en tête du Rassemblement national et de même au premier tour des élections législatives. Et c'était un combat sans relâche, on était sur tous les fronts, dans les cercles amicaux, au travail, dans la famille, même dans la rue, dans les manifestations, dans les tractages au porte-à-porte. Et c'était vraiment, on va dire, un combat qu'on devait mener sur tous les fronts, d'où la détermination. Et on a réussi à vaincre l'extrême droite. Et il faut continuer sur ce chemin-là, et afin que cette force progressiste de gauche gagne les prochaines élections. Bon, et c'est le nom de sa chronique, mais je vais quand même lui laisser le mot de la fin, parce que sinon ça n'a aucun sens de l'appeler comme ça. Marie, quel souvenir, toi, te laissera cet été 2024? Eh bien écoute, étonnamment, parce que c'est une chose plutôt rare, un énorme sentiment de fierté. J'ai réalisé que j'étais capable de beaucoup plus de choses que ce dont je me sentais capable. Et ça fait du bien. Oui, carrément. Ça fait du bien, ça fait plaisir. J'ai pu découvrir aussi d'autres parties de moi-même, en ressortir d'autres, en réanimer d'autres. Oui. Et je vous avoue que ça fait un bien fou. Et toi alors? Eh bien moi, le souvenir que je garderai, c'est celui-là. Celui où on a enfin créé quelque chose tous ensemble. Je suis fier, Amen. comme toi Marie, fier de vous, fier de nous. Hippo, Val, Elias, Marie, merci d'avoir mis tant de cœur et de passion dans vos chroniques et dans vos interventions. Ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de se retrouver le mois prochain, fin septembre, pour un nouvel épisode de Contrôle Z. Comme tous les mois, on refera le monde et l'actualité. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite. La Bisous de moi. Bisous de moi. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm yours.